vent calme. Nous sommes en février. Ces montagnes qu'on voit au loin, ce sont les Alpes, la région d'Annecy et de Chambéry. Lieu de vacances et des plaisirs de la neige, les pistes de ski sont aussi le lieu d'accidents tragiques et de nombreuses fractures. La montagne est une vénérable dame qui, aussi belle soit-elle, peut être capable du pire. Il a été un peu mutilé, il est un peu agité. Il a fait la chute donc, depuis là-haut, quoi. Il a chuté tout ça. Et il a mal au dos et il est casqué, ouais, le casque est fondu. Il a mal au dos et il a apparemment une trauma facial. Ah oui. D'accord. Sauver les victimes, c'est le boulot de l'équipe de secours héliportée en montagne du 74. Il est dans un coquille, hein? À bord du Dragon 74, on compte un pilote, un mécano de la sécurité civile, un gendarme, un pompier du groupe de montagne GMSP et un médecin. Malgré ce nombre de 5, ils n'ont aucun répit. Ça fait pas mal, hein? Non, les bras, ils me font pas mal, j'ai mal au dos. C'est bon. Il faut que je vous mette une perfusion, d'accord? On a compris. Et je vais m'en occuper rapidement, d'accord? Tous ont répété inlassablement chaque geste. La mécanique est parfaitement huilée. 21. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? 31. On a eu 5 minutes. 31, tu vois. Au chevet de la victime, le maillon central, c'est le médecin. Si chacun sait ce qu'il a à accomplir, ce n'est qu'à un geste ou à un signe du doc qu'on le fait. La mission du médecin est cruciale et il n'a que quelques minutes pour la remplir. Diagnostiquer la victime, la stabiliser et lui apporter les premiers soins, dont tout d'abord les antalgiques antidouleurs. Premiers indices, le jeune homme se plaint du dos. D'abord, calmer la douleur, puis réfléchir à quel hôpital amener ce trauma. La douleur, vous l'évaluez à combien, là? Ouais. 10, 8, 5, 8. Tout à l'heure, c'était 9. Sur les stocks. Je change de position. Non, non, pourquoi? J'ai mal au dos. Ouais, mais là, c'est comme ça que t'es le mieux, Bruno. Ça ira pas mieux si tu bouges. Ici, pas le droit à l'erreur. Les douleurs au dos sont souvent signes de fracture de vertèbres. Si la moelle épinière est atteinte, cela peut être très grave. Vers où, hein? Là-bas. Vers là. Ça arrive à Ouais, je suis pas bien là. C'est pas bien? Non, pourquoi? Je suis trop en avant là. Ouais, mais ça va aller, Bruno. Ça arrive dans 5 minutes. Allez, ça arrive dans 5 minutes, on va aller vite. En jaune et noir, ce sont les pisteurs secouristes, les premiers sur les lieux. C'est à eux qu'incombe la responsabilité d'évaluer la venue de l'hélicoptère ou non. Apparemment, ils ont fait ici le bon choix. À cause de la pente qui est trop raide, il faut amener la victime jusqu'au plat où l'hélico les attend. Là encore, le moindre faux geste et le trauma de la victime peut empirer. On est à bord de l'hélicoptère, là. Hein. Tu lui as remis la paire, Vincent? Hey. Tu lui remets la paire, tu dis? Il faut. Ok, salut. Dragon 74 autorisé décollage 04, le vent est calme, rappelez sortie de... à 04, vent calme, QNH 1025 et patiente un moment, là je le vois pas encore. Hein. Ouais, Dans l'hélico, la durée de vol n'est pas perdue. On prévient l'hôpital. On vérifie s'il y a de la place au bloc et on annonce la couleur. Sans perdre une minute, la doctoresse établit un rapport où l'équipe soignante et les chirurgiens qui vont prendre en charge la victime sauront tout ce qu'il y a à savoir et ils pourront agir vite et bien. Les feux MRX armés, je suis passé en torque, oui, j'ai les 222 décharges, oui. Pour Bruno, chaque minute passée entre les mains de l'équipe héliportée aura été autant d'heures gagnées sur le processus des urgences. Et dans son état, chaque minute compte. En 2011, on comptabilise sur le département 1010 heures de vol, avec une moyenne de 4 sorties par jour pour les sites d'Annecy, Chamonix et Courchevel.
En tout, 1665 personnes ont été secourues. Sur le reste de la France, les hélicoptères de la sécurité civile ont secouru 13 500 personnes. Le secours, voilà, quand on est pompier, a priori c'est qu'on aime le secours. Et puis la montagne, c'est ma passion, donc ça permet d'allier les deux. Voilà. Tout simplement. Malgré les drames et les coups de boutoir de la fatalité qui s'y déroulent, la montagne exerce toujours autant de fascination sur la plupart de ceux qui la fréquentent. S'ils ont choisi d'être ici, ces hommes et ces femmes l'ont fait justement à cause ou grâce à la montagne. À leurs yeux, son charme s'ajoute à leur passion de sauver des vies humaines. Ensemble, un cours de transport. Dragon de Thibaut. Est-ce que vous avez mal? Ils sont ici par choix personnel. Médecins, sapeurs-pompiers, gendarmes, pilotes et mécaniciens. Chacun a son métier bien en main et pourrait l'exercer dans des conditions et des régions moins périlleuses. Mais la montagne est leur milieu. Leur travail a pris la couleur et la beauté des cimes, la rigueur du climat et l'âpreté de la roche. Il a aussi pris de la pureté de l'air et de la puissance du paysage. Il y a 740 000 habitants en Haute-Savoie. En hiver, avec le tourisme, la population double, avec plus d'1 400 000 personnes, dont plus de la moitié se retrouvent sur les pistes. Autant dire que les équipes de secours ne chôment pas. Montez juste là. Non, c'est cool. En 2011, le Centre service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a reçu 200 000 appels et effectué 50 000 interventions. 550 ont été héliportés en montagne, pour 30 terrestres. Les pompiers de la Haute-Savoie, bonjour. Les pompiers de la Haute-Savoie, bonjour. Les pompiers de la Haute-Savoie, bonjour. Donc nous sommes sur le plateau du centre de traitement et de régulation des appels du service incendie de Haute-Savoie. Ce plateau regroupe différents services. À côté des pompiers, on va retrouver le SAMU, mais également le service du téléalarme, les médecins libéraux, les ambulanciers privés et le service des urgences sociales. Nous recevons ici l'ensemble des appels émanant des numéros du 15, 18, 112 et maintenant le 115, effectués sur l'ensemble du département. L'appel est reçu par un opérateur qui va engager le plus rapidement possible les premiers moyens et ensuite il va transférer l'appel vers le service concerné, vers le pôle concerné en l'occurrence. Nous avons la chance en Haute-Savoie de bénéficier d'une base de la sécurité civile positionnée à Annecy, qui abrite 2 hélicoptères de la sécurité civile et également une base sur Chamonix avec un hélicoptère de la gendarmerie. C'est pas un hélicoptère de transport VIP, hein, il est en version travail, c'est un outil de travail. Donc on a des planchers renforcés, des banquettes réduites pour les partenaires et puis surtout nos outils de travail, comme on le voit là, un treuil et des skis puisqu'on travaille en zone neigeuse montagneuse. Faire une fois ou pas? Jamais. C'est quoi le petit tambour qui reprend? Alors c'est un code mais ça sert à rien. L'idée c'est avec une petite perceuse, ça permet d'être là. Donc ça c'est l'équipe de perfusion en intra-osseux et la perceuse est enfoncée comme ça sur l'os. On peut passer tout ce qu'on veut dans la moelle osseuse. La majorité de nos opérations sur le terrain, c'est des opérations d'antalgie en secours en montagne. Donc, ça, c'est notre spécialité. Vraiment, on fait facilement et on est très apte à le faire. On est capable de perfuser et puis de mettre des antalgiques, de la morphine. Et puis également de faire des anesthésies locales, surtout pour le fémur. On est capable également de passer à toutes les autres urgences préhospitalières, les urgences cardiaques, l'arrêt cardiaque traumatique, l'arrêt cardiaque médical. On est capable également de tout ce qui est détresse respiratoire. Prêt à toutes les urgences,
Les équipes de secours comptent sur des machines sans reproche. C'est le travail des mécanos. Justement, tous les matins, le mécano rappelle systématiquement les consignes de sécurité. Donc je vais vous refaire un petit briefing pas très long sur quelques mesures de sécurité, façon de faire et de ne pas faire. Si on doit débarquer, embarquer, retour tournant, cette fois-ci en appui patin, hein, je vous rappelle que vous montez au fur et à mesure quand on vous fait monter. Sac à la main, sonde d'avalanche, ski tout bazar à l'horizontale, les talons en premier. Si par contre on vous fait débarquer, eh ben, vous restez à 2 mètres du taxi, pas plus. Vous tenez votre matos et c'est nous qui partons. Hein, voilà. La TSL côté gauche, on ne met rien à la place de la TSL. Si on doit embarquer un coquille, comme on a failli le faire tout à l'heure, moi je vous installe la TSL ici et comme ça il y a la place pour le coquille. Voilà. D'autant plus quand on décolle de l'hôpital, on est déjà dans le circuit vent arrière des avions, donc il faut vraiment mieux ouvrir les yeux. Voilà. C'est pas Roissy, mais il y a quand même du trafic. Ça vous va comme ça? Très bien. Eh ben, merci de votre attention. Les pompiers, bonjour. D'accord, qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc c'est une collision, il est tombé tout seul? Il est tombé tout seul, d'accord. C'est où à Nancy-sur-Cluse? Sur les pistes de Rome. D'accord, la station. Sur quelle piste de la station? Piste La Gélinette. D'accord, vous êtes... Ok. La météo est bonne, hein? Vous confirmez? D'accord. Ski. Donc, jeune homme de 12 ans, douleur fémur, vous m'avez dit, hein? 13 ans, d'accord. Ok. Il est conscient, il parle? Ouais. D'accord, il respire normalement? Ok. Déformation de la cuisse ou pas? Ok. Ok, vous quittez pas, vous allez parler avec le docteur, hein, on va vous envoyer un hélicoptère. 13 ans. On est parti. J'ai bien pris le DR400 qui roule à la mécanique, je suis en gare, on va le local extérieur. Reçu la 04, vent calme QNH 1025 et patiente un moment, là je le vois pas encore. Hein. La piste sur laquelle l'équipe se rend est à 40 km de distance. Avec une vitesse de 240 km/h, il faut une dizaine de minutes de vol. 10 minutes, c'est parfois trop long, car quand on appelle l'hélico, c'est souvent pour des raisons graves. Quand il a reçu l'appel des pisteurs secouristes, l'opérateur du CODIS a posé une question cruciale. Il a demandé si la cuisse du jeune garçon était enflée ou non. Si elle l'était, ce serait un signe d'hémorragie interne, une très grave complication de l'état de la victime. Renseignement pris pendant les quelques minutes de vol, le jeune homme qui a chuté est pris en charge par les secouristes depuis déjà 20 minutes. Depuis sa chute, il est allongé dans la neige sans bouger. Aujourd'hui, il fait -9 et le risque d'hypothermie n'est pas négligeable. De précieuses minutes se sont écoulées avant la prise en charge des pisteurs. D'autres minutes avant leur appel et le temps d'arriver, ça fait une éternité pour un gamin sans bouger dans le froid. Notre docteur a une certaine appréhension de l'état dans lequel elle va trouver le jeune Alan. Calme-toi là, Alan, calme-toi. C'est froid, c'est tout. Oh, calme-toi. Allez, vas-y, respire fort là. Respire fort. Je vais te mettre un calmant dans l'hélico, d'accord? Est-ce que tu as mal au ventre? À l'arrivée de l'équipe médicale, l'essentiel du travail des secouristes se résume à tranquilliser la famille. Personne ne pourra monter dans l'hélicoptère pour accompagner Alan. C'est une question de poids ralentissant la durée des vols. Entre la prise en charge qu'on va faire sur le patient, les conditions météorologiques, le temps qu'on va passer en montagne avec des risques de dégradation de la météo. Dans le cas présent, donc, il y avait une hypothermie risquée pour le patient, étant donné que les températures sont relevées à -9 localement. Donc ça faisait 40 minutes qu'il était pris en charge par le service des pistes. Donc il y a des décisions à prendre sur le nombre de soins à apporter au patient et le temps à passer sur place. Donc là, la décision a été de peu le médicaliser sur place, essayer plutôt de le médicaliser dans l'hélico. Eric, je vais commencer à préparer la perf.
Pour le médecin, la première urgence, c'est de réchauffer Alan. Malheureusement, pour des questions de risque cardiaque, un réchauffement doit se faire sans brusquerie. Trop d'écart de température dans le corps ou dans le sang pourrait apporter plus de complications que de réconfort. Plus que quelques mètres avant l'hélicoptère, qui ne peut se poser que sur du plat, et les premiers soins vont pouvoir commencer. Une chose est certaine, dont le docteur s'est assuré en premier lieu, Alan n'a pas d'hémorragie interne. Une fois embarqué, on se sent plus à l'aise. Même si l'habitacle est étroit, chaque chose est à sa place. Un peu d'affection et de réconfort, et les premiers soins vont pouvoir commencer. Comme Alan a très mal, la perfusion s'impose. En 2 à 3 minutes à peine, il ne sentira plus rien. Mais à cet âge-là, l'émotion prend souvent le pas sur la raison, et Alan n'a pas l'intention de se laisser faire. Arrête de bouger. Okay. Rien à faire. Le jeune homme est trop tendu, pas moyen de le perfuser. Au moins de le voir lutter comme ça est un bon signe. Le risque d'hypothermie est loin maintenant. Je peux essayer de te reperfuser là? Ça fait rien, ça fait rien. Mais ça fait rien parce que tu me laisses pas le temps de mettre le produit. Il faut le temps que le produit il aille dans ton sang pour que ça fasse quelque chose. D'accord? C'est toujours des choix et c'est jamais une médecine exacte. Là, en l'occurrence, le patient était relativement choqué par l'événement et il a mal accepté la perfusion. Et c'est toujours une balance entre ce qu'on peut essayer de lui apporter comme bénéfice et les risques qu'il peut y avoir derrière. Et c'est pas toujours les décisions faciles à prendre. Qu'est-ce que t'as fait, Alan? Comment ça s'est passé? Tu le sais? Je sais, bon, c'est raté. D'accord. Mais tu vois, là, on va te... Laisse-toi faire, laisse ton bras tout mou, là. Et l'ambulance. Elle va manger là. Allez, t'arrives au bout, c'est fini, là. C'est bon, allez, c'est fini. Tu laisses les barrières. On y va. Quand l'ambulance arrive pour amener Alan au bloc, son état est stationnaire. Il n'a toujours pas accepté la perf, mais il est pratiquement calmé. Seule condition à des soins confortables. Dans 1 heure, il sera endormi, complètement anesthésié, et son fémur remis en place. Un mauvais souvenir vite oublié à cet âge. Et pour l'équipe, ce n'est pas d'oublier une victime de plus qui compte, mais juste un gros chagrin qu'on n'a pas eu le temps de consoler. Alan ou un autre, il reste la fierté d'avoir sorti une victime de plus du pétrin. C'est une routine, oui, on peut dire, mais enfin, on essaye de ne pas tomber dans la routine. Il n'y a pas de petits secours. C'est un secours qui n'a rien d'exceptionnel, mais il y avait quand même 60 à 70 km/h de vent. Et on était un petit peu chargé dans la machine, donc c'est pas routinier, c'est habituel, mais voilà, pas routinier. Pas routinier, habituel, c'est plus le terme exact. C'était une intervention plutôt courante, plutôt classique, mais bon, des fois il y a des choses un petit peu moins classiques où il faut aller dans une crevasse, il faut aller en paroi, sauver quelqu'un, donc en tout cas lui porter secours.
Et puis ben là, il faut être un petit peu plus entraîné parce qu'il faut connaître le milieu, quoi. Il faut avoir l'habitude de la verticalité et des risques inhérents à la montagne, quoi. La verticalité, l'altitude, le froid intense, la neige et la glace. Quand on fait partie des équipes de secours, on est sauveteur et au service du public, comme tous les gendarmes et tous les pompiers. Ce qu'on a en plus, c'est la spécificité montagne. Une spécificité qui s'acquiert sur le terrain et qui se cultive tous les jours. Quant au terrain, il peut être glissant et parfois même aquatique. Ce matin, au lac des Dames, il fait moins 8 degrés. L'eau est à 3 ou 4, l'épaisseur de la glace 20 cm. Mais nos équipes vont y plonger. But de la manœuvre, s'entraîner au secours aux victimes sous SNL, c'est-à-dire sous surface non libre. Le thème de la manœuvre aujourd'hui, c'est plonger sous glace. Donc on est dans les configurations SNL, hein, d'accord. Vous avez le matos traditionnel SNL avec les détendeurs dissociés. Vous êtes en autonome, d'accord. On va néanmoins plonger par deux. Donc ce matin, ils sont venus préparer les coups. Donc voilà notre type de manœuvre. Vous ne commencez à tirer sur les détendeurs qu'une fois dans l'eau, hein, pour que le matériel tienne le coup. Si j'ai pas d'infos dans la minute, je fais partir la palanquée de sécu. Donc soyez vigilants, écoutez bien. Que ce soit sur un glacier ou sur un lac, en rivière parfois, et pourquoi pas aussi dans un parking souterrain qui serait inondé, il peut arriver que des gens soient coincés sous des masses d'eau et qu'il faille aller les chercher. Plonger lorsque la surface est inaccessible ne s'improvise pas, on y perd vite ses repères. Alors comment exercer ce type de sauvetage si l'on ne s'y est pas entraîné à plusieurs reprises ? Le monde aquatique, comme le monde des flammes ou la haute altitude, impose aux humains ses propres règles. Gestuelle, autonomie, temps de déplacement, visibilité. Ce n'est qu'une fois immergé dans un milieu étrange ou hostile que le sauveteur peut prendre la mesure exacte de son potentiel. En fait, là, ils vont attaquer l'exercice principal de la matinée. En fait, ils doivent arriver à enfoncer un pic de glace dans la glace. C'est un exercice de sécurité qui permet de faire des ronds, des cercles sous l'eau, pour pouvoir retrouver son chemin. Puisque forcément sous glace on perd tous les repères. Mes collègues les repèrent à l'arva, donc on voit exactement leur position sous la glace. Le sauveteur a une seule mission, porter secours. Pour assurer cette mission, il faut qu'en toutes circonstances, il ne devienne pas victime lui-même. Règle d'or, maîtriser son milieu pour maîtriser sa survie. Trouver une victime, c'est bien. La ramener, c'est encore mieux. Donc là, l'avantage, c'est que on connaît leur situation sur le plan de l'exercice et on peut leur indiquer le cap à suivre pour retrouver la sortie. Ici, sous l'eau, ailleurs ou au milieu des flammes ou dans une tempête de neige en altitude, l'entraînement des sapeurs-pompiers essaie de couvrir toutes les situations déjà rencontrées au cours de sauvetage qui se sont révélées périlleux, voire impossibles. Pourtant, parfois les alertes présentent des caractères inattendus ou particulièrement dramatiques. Ce matin, chacun aurait préféré que ce soit un autre qui soit d'astreinte. Toutes les missions ne sont pas faciles à vivre.
C'est exceptionnel parce qu'on travaille dans une gorge et effectivement on a des obstacles de chaque côté. Donc il faut faire très attention à chaque manœuvre. Aujourd'hui, quelqu'un est tombé de ce pont et a chuté dans le ravin, à 120 mètres en contrebas. À une telle hauteur, il y a peu de chances que la victime soit encore en vie. En tout cas, les gendarmes qui ont donné l'alerte n'ont pas noté de signe de vie. Pour en savoir plus, il va falloir descendre. Avec l'aide du mécano, c'est la délicate manœuvre du treuillage qui commence. Les parois du ravin sont à quelques mètres des pales. Aucune marge de manœuvre. Pour notre pilote, le moindre écart pourrait être fatal, comme la moindre rafale de vent qu'il lui faut anticiper. C'est technique aussi pour les secouristes puisqu'ils arrivent sur un terrain qui est pas mal escarpé avec des risques de chute et puis qui est gelé. Mais on leur laisse le temps pendu au câble pour qu'ils aient le temps de s'assurer un arbre à tout ce qu'ils trouvent. Sinon, pour nous, on surveille le pont qui est au-dessus. Et ce qui pourrait en tomber, à cette époque, il peut y avoir des glaçons qui pendent. Et on surveille ça avant de s'engager dessous. Et puis pendant qu'on treuille, si on voit un bloc qui tombe ou un bloc de glace ou autre, on dégage. Réfléchir ou argumenter sur les causes de la chute de cette victime n'est pas du ressort de nos sauveteurs. Une enquête fera toute la lumière sur les faits. En attendant, il faut remonter cette victime. Et ça, personne d'autre que l'équipe héliportée ne pourra le faire, sans y passer plusieurs jours d'efforts en risquant durement sa propre vie. Là encore, les gestes répétés 1000 fois en exercice trouvent tout leur sens. Faire confiance dans le matériel, au câble du treuil qui vous retient au-dessus du vide, frapper son mousqueton au bon endroit, déplier le brancard et assurer une prise, le tout suspendu à la verticale, dans le vent et par -10. Donc là, les secouristes sont en train de mettre le corps dans la perche Franco Garda pour la déposer là, que je puisse procéder à l'examen du corps avant de le laisser aux pompes funèbres. C'est pareil, je sais pas pourquoi ça. À ce stade, les sauveteurs ont eu le temps de constater une complète inertie de la part de la victime. Seule la doctoresse est habilitée à faire un constat de décès. Mais l'amertume a déjà gagné les esprits. Amener au-dessus et le descendre. On préfère aller chercher des personnes indemnes. Mais bon, là, voilà, ça fait partie de notre job et puis il faut vivre avec. Voilà, mais c'est triste. L'hélicoptère s'est posé pas très loin en attendant que l'équipe prenne en charge le corps de la victime. Je vais quand même lui mettre le... Dragon, correct. Oui, Dragon, je t'écoute. Écoute, tu peux mettre en marche et puis Yannick avec la perche. Eh bien, c'est reçu, on arrive.
S'ils ont été répétés et encore répétés, les gestes qu'effectue notre pompier dans cette mission périlleuse en sont devenus mécaniques. Ce n'est pas plus mal, car parfois, on préfère agir sans avoir à réfléchir, et aujourd'hui, c'est avec un mental le plus froid possible que notre équipe a réussi à accomplir sa mission. Justement, c'est parfois lorsque la météo est la plus folle et les conditions les plus incertaines que les équipes GMSP encadrent les entraînements des pilotes, mécanos et médecins de secours en montagne. Là, placés entre les mains expertes de guides de haute montagne, on teste ses capacités de survie en conditions extrêmes. Tu gères la descente de ta corde, avec ta main gauche, tu fais coulisser cette cordelette, cet autobloquant, qui lui est ton assurance vie, d'accord? Vous avez vu en peu de temps, comme la météo a évolué là. On était ce matin, bon certes il faisait froid, mais on n'avait pas de vent. Et là on est passé à des vents, je pense qu'on avait des rafales à 80 km/h tout à l'heure là. Donc le danger, quand on se promène comme ça sur une arête, c'est sur une rafale, tu te fais pousser quoi. D'accord. Voilà, tu remontes au plus haut, tu remontes l'autobloquant aussi, descendeur qui travaille. Tu évites par la droite, pardon, l'anti-friction. Restez pas dans l'axe. Décale-toi un peu parce que... Sur le bois là, voilà. Ok, là tu peux monter tes tours. Avoir la connaissance du terrain pour être en mesure de faire une juste évaluation de la prise de risque, appliquer la technicité du sauvetage à la réalité de la montagne, maîtriser l'environnement si particulier à la glace, l'altitude et au risque des tempêtes, c'est là tout l'objectif de ces nombreuses sessions d'entraînement que subissent les pilotes, les mécaniciens, les secouristes, les pompiers et les médecins eux-mêmes. Le rôle du médecin, en étant embarqué avec l'équipage héliporté à une action, aussi bien sur les secouristes, rôle sauveteur chez les secouristes, que sur la victime. Donc on doit être aguerri aux mêmes techniques. Yes! Ici, dans le froid, la fatigue et la haute altitude, aux frontières de l'endurance physique et morale, on est dans les meilleures conditions pour bien s'enfoncer dans le crâne, le principe clé du secours. Se sauver soi-même, c'est se garantir d'être capable de sauver les autres. Ce matin, on a reçu une alerte avalanche. En un seul coup d'œil, le professionnel sait, par technicité, expérience autant qu'intuition, si une coulée contient ou non des victimes. Ici, la coulée est faible. Il n'y a pas d'indice de surface, et même si elle croise des lignes de skieurs, il y a peu de probabilité qu'elle ait fait des victimes. Malgré l'aspect insignifiant de cette coulée, on ne sait jamais, et il faut absolument lever le doute. Alors on descend. Il n'y a pas de fausse alerte, seulement parfois des alertes pour rien. Comme la pente est sévère, on ne peut accéder qu'en treuillage. S'il y a des victimes, on va les dégager. S'il n'y en a pas, tant mieux. Au moins, on aura un treuillage de plus à son actif.
En quelques secondes, les appareils de détection sont allumés. Ils ne détecteront aucun signal. Un randonneur, enfin en tout cas quelqu'un qui était au niveau de la Tournette, donc c'est la montagne d'en face, et qui a vu une coulée. Et puis j'imagine des points à proximité. Puis dans le doute, je pense qu'il a appelé le colis, il a fait le 18. Et puis bon, donc on a été déclenché pour aller sur cette coulée. Vous avez rien vu? Non, nous on était trop. Par contre, Des randonneurs de passage ont donné la main. Ils n'étaient pas loin quand la coulée s'est déclenchée, et pour eux aussi, il n'y avait personne dessous. Donc arrivé sur les lieux, nous, l'objectif c'est de repérer déjà quelle coulée, parce que bon, c'est la montagne qui est en face, ça il n'y a pas de problème. C'est d'essayer de repérer la bonne coulée. Et puis donc on s'est posé pour avoir des renseignements auprès des témoins potentiels. Puis bon là, ça s'est un petit peu confirmé que c'était pas grand chose. Mais bon, on est allé quand même vérifier sur le terrain. Donc avec l'ARVA, c'est un dispositif pour repérer les victimes d'avalanche. On a confirmé qu'il n'y avait pas de victimes. Et puis voilà quoi. Voilà. Bon, allez-y tranquille, faites gaffe. Vous allez tous. Aujourd'hui, la montagne n'a pas fait de victimes. Mais entre les avalanches et les alpinistes perdus, on compte à peu près 3 ou 4 disparus par décennie. Le skieur est parti, tu peux venir. Tu veux un treuillage à dos? C'est face à de telles pertes qu'on augmente la performance des matériels et la technicité des équipements. Le DVA ou l'ARVA, comme leur nom l'indique, sont des dispositifs d'assistance à la recherche de victimes d'avalanches. On conseille à tous les randonneurs hors piste de s'en équiper car ils émettent et reçoivent un signal qu'on peut reconnaître sous plusieurs mètres de neige. Leur coût n'est pas très cher payé comparé à une vie sauvée. On les trouve autour de 300 €. La montagne fascine. Et aujourd'hui, avec la démocratisation des sports de neige, le rêve de la plupart des skieurs, porté haut comme un fantasme, c'est de skier là où personne n'a encore skié. C'est comme si, en laissant ses traces sur de la neige vierge, on pouvait s'offrir un sentiment d'impunité, un sentiment de liberté porté au point le plus grisant de s'imaginer seul au monde, ou au pire, le premier de tous les humains. Ce rêve fou que font la plupart des skieurs, les mêmes le plus souvent non seulement hors des pistes balisées et surveillées, mais aussi dans les endroits où tout peut arriver, surtout le pire. Donc le but de la journée, en fait, c'est un entraînement en fait, pour les médecins de secouristes donc, qui interviennent avec nous en montagne pour aller chercher des gens victimes d'accidents. Et donc en fait, on les entraîne régulièrement de manière à ce qu'ils puissent être en partie autonomes et éventuellement participer avec nous à une recherche, voire pouvoir nous secourir en cas de souci, au cas où nous ferions prendre par une avalanche. Chercher une victime dans une avalanche avec de la neige jusqu'aux hanches, c'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Le système des balises ARVA est très utile, encore faut-il avoir appris à utiliser leur électronique sophistiquée. Les équipes de sauveteurs subissent des stages et des entraînements pendant lesquels on leur enseigne toutes les subtilités de ces outils high-tech. Donc les personnes en ski hors piste et en ski de randonnée ont un appareil qui s'appelle le DVA, qui est un appareil émetteur-récepteur qui permet de les localiser en fait, sous la neige et de pouvoir les sortir au cas où ils se font prendre par une avalanche. En moyenne, 25 stages comme celui-là sont organisés par an. Ils sont encadrés par les formateurs du GMSP. Il faut 5 années minimum pour devenir équipier opérationnel au sein du GMSP.
C'est des coussins d'air qui permettent de rester en surface au-dessus de l'avalanche hein, et en même temps qui ont un effet un peu protecteur vis-à-vis de la colonne vertébrale, vis-à-vis de toute la partie de la poitrine et du ventre. Donc ça a quand même un impact sur les traumatismes qu'on peut avoir lors des avalanches. Alors il faut avoir la main rapidement sur la poignée. Donc en cas de fort risque d'avalanche, c'est bien qu'elle soit dégagée. À ce moment-là, on met la main sur la poignée, on déclenche le système juste par un effet, juste en tirant très légèrement en fait. Même si la technologie ARVA est efficace, encore faut-il que les skieurs en soient équipés, et ce n'est pas le cas de tout le monde, il reste les bonnes vieilles méthodes. Dans l'organisation des chiens de secours, surtout ceux de la sécurité civile, nous avons obligation de nous entraîner tous les mois. Et plus qu'un entraînement, c'est un recyclage opérationnel. Donc on voit toutes les équipes sur 2 jours et nous évaluons leur niveau technique. Le coulé qui est parti et on a des témoins qui nous signalent qu'il y aura des victimes de ça. Cela nous permet de remettre ces équipes dans le plan de secours en montagne, le plan de secours départemental, et de transmettre aux instances, c'est-à-dire au CODIS, la liste des chiens opérationnels. Et sur cette liste de chiens opérationnels, nous avons des chiens qui montent des gardes départementales, qui sont prêts à partir 24 heures sur 24 sur l'ensemble du département. Donc on l'ouvre là ou... Ouais, ouvre plus bas. Pas de problème. Voilà, le chien a fait un marquage. Donc son marquage, il nous le prouve par le grattage, la fixation. Il est allé sur un foyer d'odeur, il a repéré une odeur. Et il va aller au point le plus chaud, où cette odeur va passer la plus forte. Donc par son grattage, il va se rapprocher de cette odeur. Les chiens d'avalanche sont choisis parmi les races qui ont les meilleures capacités de flair. Leur dressage commence dès leur premier âge. Est-ce que tu as des informations? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous étiez combien? Tu sais pas? Je sais pas du tout. Ok, t'étais tout seul toi? Ouais. Pour le dressage, on utilise un mordant, un objet jouet que le chien connaît bien et qui n'est sorti qu'à cette occasion. Pour les maîtres chiens d'avalanche, la vigilance est toujours à son maximum. Chiens et maîtres sont prêts à bondir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous savez si on peut avoir des pelleurs? Ok, Joris? T'arrives à sortir là ou pas? Nickel. Allez, on le sort. Allez, Valak. Allez, on le sort. Ouais, c'est bien les chiens. Ouais, on a trouvé le bonhomme. C'est bien. Allez, on le sort. Ouais, on l'a trouvé celui-là. Allez, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu te lèves. Tu joues un peu avec le chien. Tu le récompenses. De la voix, du geste. Allez, ouais, c'est bien. Allez, lui veut jouer avec toi. On va continuer l'entraînement des jeunes chiens. Delphine, pour toi, on va faire une phase différente. On va travailler sur l'étranger ce coup-ci. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un individu qui ne connaît pas, trou bouché. Donc première séquence, trou ouvert avec motivation sur un étranger. Tu reprends ton chien, on refait la même, trou bouché. Pour dresser un chien d'avalanche, en fait, on base notre dressage sur le jeu avec le chien. On va développer plusieurs instincts chez lui, qui est l'instinct de chasse et donc l'instinct de jeu que le chien a, surtout très jeune. Donc ces 2 instincts sont prédominants dans la construction d'un chien d'avalanche parce qu'on va essayer de les développer à travers du jeu, au travers des recherches qui arrivent à une finalité qui est de choper une proie, son jouet tout simplement. Depuis tout petit, on l'habitue à jouer avec cet objet, à le récompenser avec cet objet. Ce n'est pas un objet qu'il a à disposition toute l'année avec lui, tout le temps à la maison. C'est uniquement dans les phases de jeu, donc de travail. Et puis dans un deuxième temps, grâce à cet objet, on va pouvoir faire la translation du jeu vers un étranger. Parce que l'objet sera le vecteur qui nous permettra de faire comprendre que le chien peut s'éclater non seulement avec son maître, mais aussi avec un étranger. La vigilance est toujours à son maximum, avec toute l'organisation qui va avec, c'est-à-dire le chien toujours prêt, à proximité, les skis toujours, le matériel toujours prêt, le sac toujours prêt dans la voiture, parce qu'à tout moment on peut être appelé. Allez, c'est parti, motivation sur le maître. Malgré la technicité ARVA, il n'a jamais été question d'abandonner la brigade des chiens d'avalanche.
équipe nos casques de jumelles à vision nocturne. Des beaux outils qui nous permettent de voir mieux la nuit. L'urgence, ça ne choisit pas le jour ou la nuit, et il faut faire face à toutes les catastrophes, qu'on y voit clair ou non. Là encore, les astreintes font le tour de l'horloge et parfois on teste ses capacités à agir de nuit en terrain non repéré d'avance. Il faut être capable d'atterrir n'importe où ou n'importe quand. Tous les équipages de la sécurité civile sont qualifiés IFR, vol aux instruments, et peuvent donc décoller dans des conditions de visibilité très réduites. Les équipages sont également qualifiés JVN, jumelles de vision nocturne, pour voler la nuit et intervenir partout. L'autonomie de vol est de 2h30. C'est un facteur essentiel qu'il faut savoir jauger. Ce matin, il est 8h. Une nouvelle équipe a pris le relais sur ceux de la nuit. La première alerte ne s'est pas fait attendre. Une femme a subi une collision violente. Les secouristes craignent une fracture du bassin. Comme d'habitude, il faut agir vite, mais pas dans la précipitation. Les pisteurs sont arrivés rapidement, quoi. Voilà, quoi. Ils se sont occupés de madame. Et puis après, ils ont prévenu les médecins, parce que, vu la gravité de la blessure, quoi, voilà, pour une évacuation en hélicoptère. Parce qu'elle était difficilement transportable autrement, quoi. Visiblement, quoi, un problème de bassin, donc voilà. Attention pour tourner, tournez. Ok, super. Aïe, 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 ça va pas le faire. Voilà, Aïe, non, ça va pas du tout. En fait, faut pas non, pas comme ça. Hein. C'est où que ça va pas? Je sais pas, derrière. À quel endroit ça va pas? Dis-moi. La jambe derrière. Là, ça va. Cette jambe-là? Ouais. D'accord. Mais c'est... Voilà. Ouais. Aïe, qu'est-ce que vous faites, là? Je serre. Même faut pas serrer. Bah si, faut serrer. Ah bon? Vous êtes en plein là où ça fait mal, hein? Aïe, non, mais vous serrez trop. Aïe, non, pas ça. Vas-y. Aïe, non, desserrez. Non, mais en fait, c'est pour, si jamais son bassin s'est ouvert, pour pas qu'elle saigne dans son ventre. Voilà, c'est important, monsieur. bah oui, alors serrez, alors. Ça va, Béatrice? Ouais. Les gestes sont connus, les priorités aussi. Le pilier de l'équipe, c'est le médecin. Le centre de toutes les attentions, c'est la dame blessée. Matériel, brancard, conditionnement de la victime, tout est en place. Vite, posez la perf pour les antalgiques. Immobilisez la victime sur le brancard pour éviter tout risque d'hémorragie et décoller pour l'hôpital. Pardon? Oui. C'est peut-être pas le mot, mais ça va mieux. Là, ça va mieux, là. Hein? D'accord, très bien. On va la mettre dans la civière? Puisqu'on suspectait un traumatisme Il va filer, hein, assez grave, suspicion de bassin. Et donc il faut faire le secours dans les délais les plus brefs. Mais par contre là je vais devoir... 127, 72. Ah, vous l'élevez? Ouais, on lève. Dans un cas grave comme celui de cette dame, la gestion du temps passé est cruciale. Par le biais du pilote, on a alerté l'hôpital, où on prépare déjà le bloc. Normalement, quand on conditionne une victime, on met entre 20 et une demi-heure maximum. Ici, il faut plus de temps car la manip est délicate. C'est normal, c'est les drogues. C'est les drogues qu'on te dit. Faut pas vous inquiéter. Ouais, faut pas vous inquiéter. Qu'est-ce que j'ai? Non, c'est le produit en fait. Produit, ma chérie. Mais c'est quoi? En tout, on n'a pas le droit de dépasser 1 heure. C'est la règle. Cette dame est embarquée en 3 quarts d'heure. C'est une performance.
Dans ces équipes que vous avez vues à l'œuvre, l'un des secouristes a dit quelque chose de très joli. Passer sa vie dans la montagne, c'est déjà pas mal. Mais passer sa vie à sauver celle des autres, c'est encore mieux.